Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat parfois musclé où nos chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions toujours diverses et variées. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent les sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Silbon, coordinateur sud-est pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, on se retrouve juste après un nouvel an, très arrosé pour certains, hein Ruben, et très calme pour d'autres, mais une joie quand même de commencer cette nouvelle année ensemble. En tout cas pour ceux qui s'en souviennent. Toujours Ruben. Les amis, on a quand même beaucoup de minutes qui sont préparées. Je crois que vous aviez tous des petits souhaits pour cette année. Peut-être de vous améliorer, de développer, de nous intéresser à de nouveaux sujets. Alors, je dois dire quand même qu'on est très étonnés dans cette émission parce que le fraudeur, l'homme que nous ne voyons jamais, qui ne parle jamais dans les émissions, a décidé de faire 2 minutes ce soir. Eh oui. Aujourd'hui, je travaille. Oh là 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 là, incroyable. Ce sont les bonnes résolutions 2024. Est-ce qu'elles dureront plus qu'une semaine ? On ne sait pas, on verra. Mais donc, attention, y est. Minute prévention proposée par Ruben, ici présent, qui fera une minute prévention sur l'alcool, bien évidemment, juste après le nouvel an. Une minute culture proposée par Eden sur Diasporama, un festival assez intéressant ici à Marseille, créé par une grande institution. Une minute mémoire proposée par Rachel sur malheureusement un disparu. On aura bien évidemment notre débat, comme chaque semaine. Cette semaine, l'écologie face aux Jeux Olympiques. Est-ce une contradiction vu les objectifs planétaires qu'on s'est fixés lors de notre belle COP28. Une minute coup de cœur, proposée par Jordan, Herbert Bragani, bien sûr. Une minute santé, encore une fois, proposée par notre ami Volvic, qui n'a pas bu que de l'eau, sur la dyspraxie. Elle est belle celle-là. Et une minute développement personnel, proposée par Yoni, une nouvelle minute. Je crois que notre amie Amy, qui fait les montages de cette émission, sera très contente de créer encore et encore des jingles qui seront à la poubelle la semaine prochaine. Donc les amis, peut-être un petit tour de table avant qu'on commence, si vous pensez pas qu'on est dans votre salon. Les amis, commençons par Eden. Bonsoir. Qui êtes-vous, chère madame ? Bonsoir, Eden, présidente de l'UEJF Marseille, secrétaire générale et trésorière de la section Florida, VSCO FSJU. Incroyable. Ouais. Et on n'a pas un double diplôme ce soir ? Si. Très bien. Merci, on s'en fout. Rachel, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, chère madame ? Alors moi, je suis étudiante en 3e année de droit, je suis VSC au FSJU et secrétaire générale de l'UEJF Marseille. Et je crois que tu es en pleine construction avec Exactement. une collègue ici présente d'un nouveau podcast. C'est ça. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast Les Chaim, donc c'est le podcast qui célèbre la vie et on va interviewer des rescapés de la Shoah, des enfants juifs qui ont été cachés et des personnes juives issues de l'immigration pour qu'ils nous expliquent leur parcours de vie, leur histoire, leurs ressentis sur le monde actuel et leur histoire passée. Voilà. Très bien, qui servira de support pédagogique Exactement, dans les écoles de la région. Ce sera disponible aussi sur Spotify, Apple Podcast et YouTube, peut-être sur RJM. Et dans les écoles juives, ou pas, de la région. Les écoles juives ou non. Voilà, très bien. Exactement. Et Noah, qu'est-ce que tu fais dans ce projet-là ? Déjà, bonsoir. Bonsoir, Noah Stora, ancienne responsable aux Élus de Marseille, community manager pour une émission de Radio JM, et du coup, photographe. Et donc moi, je vais faire la photographie de ce projet. Donc je vais aussi évidemment rencontrer en dehors du coup du podcast les personnes concernées et je vais discuter avec elles à travers l'idée de la Madeleine de Proust, à travers les objets qui les ont marqués, les lieux, des musiques, etc. Et je veux en faire un projet photographique qui rejoindra du coup le podcast. Et ça sera génial. Ensemble. Voilà. On pourra l'écouter et le voir. Tout à fait. Génial. Merci les filles.
Eva, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous, chère madame? Je suis Eva, j'ai 24 ans et je suis chargée de com dans une agence immobilière en 3e année d'études en bachelor dans une école de communication. Voilà. C'est bien, c'est clair, c'est précis. Monsieur Jordan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu en France. C'est ça, après un séjour magnifique en Israël dans un programme de volontariat grâce au FSJU. C'est beau. Programme exceptionnel, magnifique. Bon, Jordan, 23 ans, en 3e année de journalisme et stagiaire à la radio JM. Très bien. Et aussi, quand même, tu le dis pas. Président de l'EGF de Grenoble. Ah, voilà. Attends. Pour une fois qu'on peut citer cette ville autrement que dans des faits divers. Cher ami, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous? Yoni El Koubi, administrateur réseau, 21 ans, tout frais, plein d'énergie. Comment ça, tout frais? Ça veut dire quoi, tout frais? Tout frais dans la vie professionnelle. Ah, oui. ok, très bien. On croyait que tu parlais de Morgane encore. Ruben, bonsoir. Bonsoir, du coup moi c'est Ruben Garcia, Oui. en 4e année de dentaire. Je suis trésorier à l'UEJF Marseille et en VSC au Fonds Social Juif Unifié. Mais c'est génial. On est très content que tu puisses parler ce soir et c'est non avec bégayer grand plaisir. comme le soir du Nouvel An. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à la minute prévention. La minute prévention. Minute prévention, c'est quand même un comble que ça soit à toi de le faire ce soir, cette minute. Non, justement, ça Ruben. tombe très bien. Oui, Ça bah, tombe c'est très parfait. bien. Non, mais c'est parfait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. Ruben, tu as décidé de faire une minute prévention sur l'alcool. Exactement. Du coup voilà, ce soir j'ai décidé de pas faire 1 minute mais 2 pour le plus grand bonheur de Monsieur Sidbon. Donc une minute dyspraxie tout à l'heure et là ce sera la minute du coup sur l'alcool. Ok, donc minute prévention sur l'alcool, c'est un assez bon timing sachant qu'il y a 3-4 jours il y avait à peu près les 3/4 de la planète qui étaient complètement bourrés. Donc on va parler des effets de l'alcool et surtout des effets immédiats, d'accord? Donc déjà, brièvement, qu'est-ce que c'est que l'alcool? C'est une substance psychoactive. Ça veut dire quoi psychoactive? Ça veut dire qu'il y a des effets directs sur le cerveau et qui entraînent divers effets en fonction de la dose ingérée, mais aussi en fonction de la personne concernée, évidemment. Et pourquoi ça? Pourquoi il y a des effets différents en fonction de la personne concernée? C'est en fait dû à la présence d'une enzyme dans le foie, d'accord, qui s'appelle l'alcool déshydrogénase. Un nom un peu complexe pour vraiment juste dire une enzyme qui détruit l'alcool, quoi. Donc, qui va du coup, pour la faire très très courte, métaboliser et détruire cet alcool qui lui arrive. Évidemment, en fonction des personnes, le niveau d'activité et la quantité de cette enzyme va varier. C'est pour ça qu'on retrouve des effets différents en fonction des personnes. Donc, si on consomme à faible dose d'alcool, on a une sensation d'euphorie, d'excitation, et de par son effet désinhibant, ça peut même aider à combattre certaines formes de timidité. Mais par contre, à plus grande dose, on retrouve des troubles de l'équilibre, des temps de réaction qui sont augmentés, des troubles de la vue, de la parole, de la mémoire, et j'en passe, jusqu'à pouvoir mener à un coma éthylique. Voilà. Donc ces effets sont dus à la transformation de l'alcool en une substance qu'on appelle l'acétaldéhyde par l'enzyme dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Cette substance, elle est très toxique pour notre corps, et elle va causer des dommages internes dans notre corps et surtout dans les membranes de nos cellules. D'accord ? Donc cet acétaldéhyde ensuite va lui-même être métabolisé et modifié en acétate qui, lui par contre, est sans réel danger pour nous. Donc pour la faire très simple, pour éviter les problèmes avec l'alcool, il faut simplement éviter de surmener et de surcharger ces enzymes-là qui vont le transformer. Donc c'était le nouvel an, on a pour certains un peu abusé, je parle en connaissance de cause, mais peu importe le moment, retenez bien que l'alcool c'est avec modération. Bravo! Merci beaucoup pour cette minute prévention. Je pense pas qu'elle reviendra dans l'émission, mais pourquoi pas? Mais voilà, c'est bien de le faire après le Nouvel An. On aurait peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Hein. Voilà, mais ça n'aurait pas empêché ton blackout. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à la minute culture. La minute culture. Minute culture. Eden, tu as décidé de revenir sur un festival qui est chaque année, je dirais, sur le territoire français, mais qui revient cette année avec une nouvelle édition, et en plus de ça, avec 4 films à Marseille. Les différentes sections du FSJU en France vont organiser leur diasporama, et donc du coup, le FSJU Marseille-Provence va également organiser son diasporama. Alors,
Au menu, finalement, on retrouve le 1er février Paris Boutique. Le 2 février, l'Art du Silence, Imor des Rails, le samedi 3 février à Marseille et à Saint-Rémy-de-Provence, le 4 février. Et enfin, le dimanche 4, le matin, Who's Afraid of Jewish Humor. Je vous conseille de consulter dès la semaine prochaine la page Instagram du FSJU Marseille-Provence afin de découvrir le résumé des films pour vous donner envie de venir les voir avec nous. Trop cool. Bravo. Alors je rappelle, on retrouve toutes les informations du festival Diasporama sur diasporama.net et toutes les informations seront sur la page Instagram et Facebook du Fonds social juif unifié de Marseille-Provence. Et donc vous pouvez effectivement soit prendre un film directement par séance, ou alors vous pouvez faire un package et venir à l'ensemble des films pendant ce festival. Bien évidemment, encore une fois, on va le retrouver ce festival en VOD. Sachant que vous pouvez aussi prendre un pass pour regarder les films directement sur une plateforme chez vous et donc prendre des accès pour avoir comme une plateforme de VOD classique chez vous l'ensemble du festival Diasporama. Merci Eden pour cette minute culture et je vous propose qu'on passe immédiatement au débat. Le débat. L'écologie face aux Jeux Olympiques, une contradiction avec les objectifs planétaires. 2023 s'achève avec de grands défis écologiques et un événement majeur, la COP28, qui s'est organisée quand même dans un pays emblématique de l'écologie, Dubaï. Des centaines de dirigeants ont affrété leur jet, sont venus avec leur staff, ont réservé des centaines de chambres d'hôtel pour discuter du réchauffement climatique, comme par hasard, avec la plus grande puissance pétrolière du monde. Cet événement a d'ailleurs permis aux Émirats, si ça a permis quelque chose c'est cool, de renégocier l'ensemble de leurs contrats, pétrolier bien évidemment, avec les ensembles des pays du monde. 2024 s'ouvre avec un autre défi majeur, là pour le coup en France, l'organisation des Jeux Olympiques dans les principales grandes villes de France, et notamment à Marseille, puisqu'on va recevoir notamment des épreuves nautiques et des épreuves de voile. De nombreux chantiers ont été lancés depuis quelques années pour être prêts à les accueillir. Toutefois, les Jeux Olympiques seront-ils une réussite ou un fiasco ? Une belle image pour la France, un buzz ou un bad buzz ? Pour ce faire, les pouvoirs publics ont construit de nouveaux bâtiments, une marina flambant neuve à Marseille, en face de Maison Michael, pour ceux qui mangent cachère, ont développé les transports en commun, avec une évolution du prix des tickets de métro à Paris par exemple, passant de 2,20 € à 4 €, ont étendu les infrastructures pour recevoir les athlètes et les visiteurs, mais quid de l'écologie et de l'impact de ces travaux en France ? On se souvient bien évidemment de la Coupe du Monde au Brésil ou encore celle organisée par le Qatar, avec des pertes humaines lourdes pour la construction des stades. On se souvient de cette climatisation intense dans les stades de football lorsque les Émirats étaient à plus de 40 degrés dehors. Ainsi on se pose la question ce soir. Est-ce que les JO sont un bien pour la nation française ou est-ce que c'est un mal nécessaire pour développer nos infrastructures encore plus vite parce qu'on développe des budgets, etc. Ou est-ce juste un vrai fiasco écologique pour la France mais pour le monde entier ? Alors, je voudrais vous poser la question. Finalement, accueillir les JO, est-ce que ça ne nous permet pas de développer nos infrastructures, de rénover nos bâtiments, d'envoyer du green un peu partout, beaucoup plus rapidement parce qu'on sait qu'on va devoir avoir cette affluence de touristes, de visiteurs, d'athlètes, etc. Et surtout qu'on sera regardé par le monde entier. Absolument pas. Et je trouve que même les JO, c'est une honte qu'on les accueille ici à Marseille, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des étudiants qui vont être virés de leur logement Crous. Pour accueillir des athlètes. Ouais, mais c'est cool, ils vont recevoir 100 € et une place pour aller voir des matchs. C'est dingue. Non, c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien, non. Donc bon, moi je suis très déçue de Marseille. Ouais. Ma ville que j'aime pourtant, mais non. Ouais. Je suis pas du tout d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, les gars ? Bah perso, oui, je suis d'accord par rapport au logement Crous, je trouve ça scandaleux de virer des étudiants de leur logement. Mais alors franchement, je m'en fous complètement que les JO soient organisés en France, etc. pour raisons écologiques, tout simplement pour ce que tu viens de dire au début, parce que la COP28 organisée à Dubaï, c'est ça ? Bon, organisée à Dubaï avec des nations qui
qui consomme 150 millions presque de fois plus que la France, franchement, je vais pas m'offusquer parce que les JO sont organisés ou parce qu'il y a des infrastructures qui sont construites. Commençons d'abord par à ce que ces nations-là soient, entre guillemets, exemplaires, au moins fassent un minimum de choses, et après on pourra parler des JO ou des trucs que ce qu'on fait en France. Personnellement, moi, enfin, voilà, c'est mon avis. Voilà. Mais parce que le voisin, il fait pire que toi, du coup, toi, tu dois pas laver devant ta porte. Non, mais je veux dire, enfin, par rapport à ce qu'ils font eux, ça veut dire, nous, c'est notre impact, il est minime. Alors, ok, les JO, c'est peut-être un peu un scandale écologique, mais personnellement, moi, je trouve que, enfin, c'est quelque chose de très sympa organisé. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien ce côté un peu festif, voilà. Donc, quand il y aura vraiment une vraie conscience écologique mondiale, à ce moment-là, on pourra se dire que, ok, les JO, faut peut-être repenser un petit peu l'organisation. Alors là, si on parle que de la France, je suppose que vous l'avez tous suivi, le discours d'Emmanuel Macron en fin d'année ou pas? Absolument. 31 décembre, non? Pas du tout. Pour faire quoi? Toi, Ruben, tu t'en souviens pas? Parce qu'il a quand même dit, on prône une écologie à la française, comme si on avait un savoir-faire écologique, même on donne des leçons comme d'habitude au monde entier. Mais quand on dit ça, quand même, on se doit d'avoir finalement presque une construction verte, de la rénovation de nos bâtiments, nos infrastructures, des transports en commun. On envoie quand même un message. Est-ce que c'est juste de la com, ou est-ce que selon vous c'est un vrai message qu'on envoie nous en tant que, je sais pas, grande nation dans la guerre contre le réchauffement climatique? C'est du blabla. C'est du blabla? Ouais, c'est du greenwashing. En fait, c'est que les enjeux ils sont tellement gros qu'en réalité, je crois que la seule chance qu'on réussisse, c'est qu'on change vraiment tout, quoi, à leur base fondamentale. Comme quoi, par exemple? Tellement de choses. En fait, nos vies, en fait. Tout reprendre. Nos vies se basent sur la consommation et la surconsommation, et je pense que ça, c'est un truc qu'il faudrait changer de suite, quoi. Commencer à partager énormément, arrêter de s'approprier les choses, tourner l'argent, tourner le matériel. Je me considère pas comme communiste, mais il y a des idées du communisme qui peuvent être très intéressantes à prendre pour éventuellement un nouveau système dans les années à venir. Ça, c'est... Comme le partage. C'est vrai. Alors pour parler du partage, parce qu'on parle de l'écologie, à Paris on va utiliser l'intelligence artificielle pour voir si dans les voitures qui vont être finalement des autopartages, il y a bien finalement le nombre requis de personnes, parce qu'ils vont utiliser des stationnements, ils vont utiliser des voies sur le périphérique parisien, et donc finalement on prône le fait d'avoir cet écopartage, cet autopartage, mais est-ce que finalement aujourd'hui on est dans quelque chose de vertueux, ou est-ce qu'on est dans vraiment quelque chose de presque un flicage de la population? On leur fait pas confiance, on utilise l'IA pour leur mettre des amendes et les fliquer encore plus sur leur trajet. C'est compliqué à dire, mais une chose est sûre, c'est qu'ils adorent l'argent. C'est juste de l'hypocrisie en fait, je pense. Pourquoi? Parce que c'est tout pour l'écologie, mais en fait ils s'en fichent. C'est juste du être et du paraître, mais c'est totalement infondé, quoi. Mais donc, quel serait l'intérêt de regarder dans les voitures, savoir combien il y a de personnes? Parce que je sais très bien que, je sais que c'est du pipeau, ce qui raconte l'écologie à la française, c'est du pipeau, mais pour quelle raison, pourquoi ils regarderaient? Moi, c'est la question que je me pose. En gros, pour plus qu'il y ait beaucoup de voitures dans nos rues, on ferait de l'autopartage, donc on va faire en sorte que les gens puissent faire du blablacar. Oui, en vrai. D'accord. Et donc, mais on va vérifier quand même que les personnes qui utilisent ces voies-là, qui utilisent ces stationnements, font bien du blablacar. Et ils vont faire quoi? Ils vont mettre des amendes à chaque personne? Exactement. Bah oui, mais c'est juste pour avoir de l'argent, bah voilà. Tu vois, s'ils avaient vraiment voulu jouer le rôle de la France écologiste, bah ils auraient rendu les transports en commun gratuits. Pendant tout les JO. Ouais. Très belle intervention. Après, moi, ce que je pense, c'est... Eh oui, j'interviens. J'interviens. Même Ben est très choqué. Pour en revenir au sujet plus global est-ce que les JO, c'est bien ou pas, quoi, cette année, au vu de la COP28, tout ça. Évidemment que niveau écologie, c'est pas ouf du tout. Maintenant, les JO vont se dérouler, peu importe ce qu'on fait. Donc, ils vont dans tous les cas se dérouler. Donc, économiquement parlant, c'est mieux que ça se déroule chez nous. Ça me dégoûte aussi, écologiquement parlant, ça me dégoûte. Mais au niveau de l'économie, ça nous fait du bien, forcément. Ça nous fait du bien, et dans tous les cas, ça allait se faire, donc pourquoi pas en France, j'ai envie de dire. Après, évidemment, au niveau des les logements au Crous, tout ça, bon, évidemment, c'est inadmissible. Mais dans le fond, voilà quoi, je me mets à la place des dirigeants, forcément.
niveau de l'économie, ça peut faire tourner. Mais vous n'êtes pas fiers, vous, de vous dire qu'on accueille les JO, qu'on rénove, qu'on développe, qu'on construit, etc. Justement, les JO, c'est quand même quelque chose de mondialement reconnu. Ça va faire rayonner la France mondialement. Et je trouve que c'est un honneur pour nous de recevoir cet événement en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils n'ont pas rendu les transports en commun gratuits, par exemple. Ça fait rêver personne, tu vois. Donc, voilà. Après, c'est aussi peut-être parce qu'on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas déjà à gérer l'affluence des concitoyens français. Alors, quand on va avoir en plus des millions de visiteurs, est-ce que finalement on aura la capacité de les mettre tous dans des transports en commun? Mais la promesse idéale de Valérie Pécresse, c'était de rendre les transports publics pour les JO avant de refaire chemin arrière, parce que ils se sont rendus compte qu'en fait ça coûtait plus d'argent que ce qu'ils en ont dépensé. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent compenser avec le prix des billets. Après, évidemment que ça fait rayonner la France. Attendons de voir comment ça va se dérouler. Attendons de voir comment l'organisation va se passer, le nombre de fiascos qu'il va y avoir dans les transports en commun, dans l'organisation, dans l'acheminement, dans les différentes infrastructures. Et on verra si ça aura fait rayonner la France ou si ça sera un bad buzz mondial. Vous êtes sceptique ? Vous pensez que ça va être un fiasco? Rien que déjà, par rapport à la sécurité, la France a carrément dit qu'elle n'allait pas avoir assez de moyens de sécurité. Donc à partir de là, on sait que ça va être compliqué. Donc, même Hidalgo, elle a dit que les transports publics ne seront pas prêts. Bon, après, elle est en guéguerre avec Pécresse. Oui, mais bon. C'est aussi de la politique. D'accord, mais enfin... Les transports sont de toute façon pas prêts toute l'année, donc ils seront pas plus prêts pour les JO avec beaucoup plus d'affluence que ce qu'il y a déjà. Comment nous, on pourrait pas être prêts à Marseille avec 2 lignes de métro? Non mais on parle de Paris, enfin après je sais pas à Marseille comment ça va se passer, aussi, mais... et puis à Paris il y aura beaucoup plus de personnes qui vont, enfin il y aura beaucoup plus de sites où ça va recevoir qu'à Marseille. Par exemple à Marseille, en face de Maison Michael, il y a un endroit qui va être destiné aux JO qui n'est toujours pas prêt. La Marina toujours en travaux et il n'y a rien, il y a aucune progression. Bon après c'est pour juillet hein. On est quand même en apparemment il y a 84% des infrastructures qui sont au l'heure d'aujourd'hui qui sont prêts. Est-ce que quand Marina, même on peut être fier d'avoir eu des constructions raisonnables, pas comme au Brésil où il y a eu des morts, au Qatar, etc. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire qu'on est fier d'avoir eu des chantiers qui se sont bien passés, une bonne condition humaine, etc. Après la France c'est quand même le pays des droits de l'homme, donc encore heureux qu'il n'y a pas eu de morts dans les constructions comme au Brésil. Dire une fierté, ce serait vraiment... On a déjà eu... C'est pas une fierté, c'est normal. Dans le monde entier, à chaque fois qu'il y a eu organisation des JO, il y a eu des morts. Attendons de voir parce que généralement les travaux sont pas beaucoup de choses. Non, on sort beaucoup de choses après les JO. Parce que le Brésil, on a su vrai quelques temps avant, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties après. Et même là, on entend des histoires se passer sur des constructions de sites en France pour les JO. Alors je dis pas que c'est vrai ou faux parce que j'ai pas mis mon nez là-dedans, mais ça se trouve, on sait pas ce qui. On n'est pas encore au courant de tout. On sait pas au courant de tout. Et puis il y a des gens qui travaillent qui sont pas déclarés, etc. D'accord, mais les conditions sont toujours moins graves que dans d'autres pays du Sud, en développement, où tu sais très bien que le but c'est économique, c'est de rayonner pour le coup d'un point de vue mondial. Oui, non, mais donc là les hommes on n'a rien à faire, c'est vraiment purement économique. Économiquement c'est une très bonne opportunité pour la France. Ce qui est économique n'est pas écologique. Tu penses? Actuellement oui. Toi tu viens que pour sortir des grandes phrases comme ça hein. C'est ma vie. Ruben, tu peux remettre ton intervention de tout à l'heure là? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que finalement on dise qu'on va développer les transports en commun, etc. On va faire en sorte que les gens prennent les transports plutôt que prennent leur voiture, etc. Mais qu'on double le prix du ticket. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ici un vrai problème sur le papier? Ça incite personne à prendre les transports en commun si on augmente le prix. Donc c'est un peu ridicule. D'un côté, c'est économique pour la France, encore une fois. Mais c'est le but. Ça incite personne, mais après, est-ce qu'on a vraiment le choix quoi? On se doute que toutes les routes vont être bloquées, tout ça. Ça va partir seulement sur des trams ou des trucs comme ça. Donc dans tous les cas, on n'a pas le choix. Les gens vont devoir payer dans tous les cas, autant les faire payer plus. En tout cas, c'est ce que le gouvernement doit se dire. Nous, c'est révoltant, mais c'est ce que le gouvernement doit se dire quoi. Mais c'est le but qu'ils prennent pas les transports en fait, parce qu'ils ont tellement peur de pas pouvoir gérer l'affluence qu'il va avoir dans les transports, qu'ils se disent si on augmente le prix des billets, il y en a certains qui vont se débrouiller autrement. Oui, mais donc il y a pas d'écologie alors à ce niveau-là. Ah oui, non mais on sait très bien que c'est du foutage de. Voilà. Et comment ils veulent se débrouiller? Comment ça? L'auto-partage, je sais pas. La vérité, j'y crois pas. Louer des voitures, machin. Non, mais ils vont louer des voitures. Ils vont louer en arrivant dans les gares ou dans les aéroports, ils vont louer des voitures. Ouais, et voilà. Les routes, elles vont être bondées. Bah oui, mais ils préfèrent que les routes soient bondées plutôt qu'il y ait des accidents dans les transports. Donc pour vous, c'est de l'hypocrisie? Bien sûr. Oui.
Complètement. Pur et Ouais. dur. Fin, ok, très bien. Non, c'est clair au moins. Et qu'est-ce que vous pensez de l'image de la France là face à ces JO là? Est-ce que c'est un vrai buzz? Est-ce que finalement le fait d'organiser les JO c'est une bonne chose pour nous? Ou est-ce que quoi qu'il arrive, s'il se passe quelque chose, ça peut être qu'un bad buzz pour nous parce qu'en fin de compte les pays nous regardent tous et ils attendent qu'il y ait une bavure ou peut-être un point noir sur nos JO et l'organisation? Moi, je pense qu'on nous attend au tournant. Mhm. Parce qu'avec tout ce qui se passe là depuis quelques années avec la montée du racisme et tout, on nous pointe un peu du doigt comme on n'a pas encore flanché, mais c'est pour bientôt et je pense que les JO ça va être un bon moyen de miser sur nous et pour nous descendre. chier à la gueule. Voilà, désolé. Oula, ah oui. Ouais, je pense qu'on nous attend vraiment au tournant. Mhm. Maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il y a un vrai impact de visibilité, d'image Évidemment, dans c'est le les monde Jeux entier? Olympiques. Encore heureux, bien sûr. Ouais. Mais pourtant, le Qatar, le Brésil, on n'avait pas l'impression qu'ils soient ébranlés par les morts, par la climatisation dans les stades, etc. Le S'en Brésil a été trop impacté par les impacts négatifs autour des JO. Mhm. En France, pour l'instant, il n'y a pas d'affaires qui sont sorties. Le Brésil, avant même que les JO commencent, il y avait déjà des articles comme quoi il y avait des morts sur les machins, sur les Ouais, constructions, mais etc. sans les Et JO, le Qatar, jamais ils auraient construit tous ces stades, tous ces hôtels, finalement tout ce qui a permis d'accueillir les visiteurs. Au Brésil. Au Brésil, oui, non, mais l'impact négatif a été beaucoup trop important pour qu'il y ait un impact positif qui ressorte. L'impact négatif a pris trop le dessus. Et au Qatar, avant même que la Coupe du Monde elle commence, ils étaient là, oui, il va y avoir des climatisations dans des stades ouverts. Enfin, voilà quoi. Il y avait trop de bad buzz pour qu'il y ait du positif qui ressorte. La seule chose positive qui en est ressortie, c'est qu'ils ont tout fait pour que Lionel Messi il soulève la coupe. C'est tout. Il en a gros. Il en a gros. Et quid du logement? Parce qu'on voit aussi que les prix dans les hôtels vont augmenter, que on reloge les étudiants du Crous, etc. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que finalement c'est presque éthique le fait d'augmenter ces prix lorsqu'il y a de l'affluence comme ça, comme pendant les vacances ou pendant qu'il y a des grands congés, etc. Est-ce que c'est normal pour vous qu'il y ait autant de demandes et surtout que les prix flambent autant? Il y a une différence entre augmenter les prix et arnaquer les gens quand même. Ah ouais, tu penses? Quand on voit les prix, non mais c'est pas je pense, il y a une différence entre l'arnaque et on va gagner un peu plus sa vie parce que il y a quand même beaucoup d'influence. Enfin l'été c'est normal que les hôtels soient plus chers qu'en période où il y a pas où les gens partent moins, mais il y a une certaine limite à avoir quoi. Il y a une décence quoi. Il me semble que j'avais vu la nuitée à Paris en moyenne va coûter autour de 640 €. C'est le prix bas hein. C'est le prix bas, moyenne, ouais. C'est la prix bas. Mais à prendre avec des pincettes, mais je suis pas sûre Oula. que... Nathan Sperling, si tu nous entends. C'est juste que je suis pas sûre qu'ils vont reloger les étudiants virés du Crous. Ah non, je sais pas Ils du les tout dans leur relogent pas. priorité. Pas les je pense. reloger, hein. Tu veux les Oui. reloger où? Ils les Parce que sortent le but, et- Oui, voilà. Ils les Donc- sortent tout court. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que moi, à leur place, à ce moment-là, si j'avais été, je sais pas moi, il y a 5 ans en arrière, j'aurais été à la rue. Genre, j'aurais pu aller nulle part. Mhm. Donc c'est impensable de... Oui, mais on de t'aurait dire- offert une place pour aller voir un match. T'aurais pu Et rester j'aurais là-bas. dormi dans les gradins. Je sais pas. Je me serais lavé avec la sueur des athlètes. Mmh. Non. On a tous l'image, merci beaucoup. Mhm. Bon appétit. Donc pour vous, est-ce que là on se fait vraiment de l'oseille sur le dos des visiteurs, des gens, etc. Est-ce que les Marseillais ils vont pas en profiter? Dans quel sens? Là je vois qu'il y en a beaucoup qui vont louer leur appartement, vont louer leur maison, etc. Ça va aussi rejaillir sur nos commerces, sur les restaurants, etc. Est-ce que finalement on peut pas se dire que c'est vraiment une bonne chose pour nous Marseillais d'accueillir des épreuves nautiques par exemple? C'est que économiquement c'est une opportunité pour Marseille, surtout Paris. Mhm. Mais après la question à se poser pour moi c'est est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est fondamental? Moi je pense pas. Non? Non. Après c'est sûr, en fait c'est qu'il y a un gros décalage entre la réalité et l'état par exemple de la planète aujourd'hui ou même de la pollution dans le monde et nos réalités à nous en fait. Où on est là, on est content de voir des gens faire du sport, donc même si on est passionné, hein, je dis pas c'est bien d'avoir des passions tout ça, mais autant de moyens, autant d'argent, autant de pollution, autant de galères, autant de difficultés pour certaines personnes, c'est pas nécessaire. Mhm. Surtout, rappelons-nous du rapport du GIEC. Je suis pas une pro en la matière, hein, mais c'est un rapport qui a été établi là il y a
je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, voilà. C'est tous les ans. Ouais, c'est oui, mais c'est celui qui a tous les ans plus grave que l'année d'avant. Oui, voilà. Et en fait, récemment, on a appris quoi? On avait utilisé 80% de nos ressources naturelles au milieu de l'année, genre. Là, c'est en septembre. Juste, du coup, tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit qu'économiquement, tu savais pas si vraiment il y avait un réel intérêt. Moi, je suis d'accord que au niveau de la pollution, encore une fois, oui, ok, c'est pas bon et tout ça. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence. Économiquement parlant, c'est un peu la merde. Ok, on va pas se mentir. La France, elle est énormément endettée. Les JO, c'est un moyen de renflouer les caisses un petit peu. Certes, il y aura énormément de problèmes écologiques, tout ça. Mais on en a clairement besoin. T'as dit tu es pas sûr si on en a besoin. Je pense très sincèrement que oui, la France en a besoin. La France en a besoin et va utiliser cette méthode-là pour essayer un peu de renflouer les caisses comme elle peut. Écologiquement, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, je pense que les Français en bénéficieront plus qu'autre chose après sur le long terme. En tout cas, j'ose espérer. Les Français les plus riches. Pourquoi tu On dis entre ça? dans un autre débat ici. Bah oui, mais bon, ça rentre dedans. Pourquoi tu dis ça? T'es communiste? Non, Ruben, je suis pas communiste. Oui, je sais. Pour répondre à Ruben, c'est vrai que économiquement, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité. Maintenant, je pense que là où je dis que c'est pas vraiment fondamental, c'est que c'est quoi le plus important entre préserver ce qui nous tient en vie aujourd'hui, et là c'est vraiment à long terme, c'est sur des centaines d'années, ou alors avoir une bonne économie sur les 50, voire 10 prochaines années. Je pose la question. Totalement d'accord. Est-ce que vous êtes tous angoissés par le climat, par le réchauffement climatique comme Yoni l'est ou pas du tout? Tu te rends compte que je ne veux pas d'enfants à cause de ça? Ah. C'est-à-dire je ne veux pas faire d'enfants parce que j'ai peur que dans 50 ans, mon gosse se retrouve, parce que moi je serais morte, genre j'ai... Moi tu vas pas vivre on beaucoup, sait pas, toi. tu vois, l'alcool et tout, voilà. Autant pour moi, tiens. Mais non, mais d'ici 70 ans, genre je serai plus là et moi mes enfants ils vont se retrouver sûrement dans une merde écologique qui fait que moi je serais mal de faire des enfants à cette période-là, genre c'est pas possible, je pourrais pas. Vous pensez ça vous aussi? Après, ça fait quand même depuis le XXe siècle que le climat s'aggrave. Pour autant, certes, on en voit les conséquences aujourd'hui, mais ça n'empêche pas, je pense, le fait de pouvoir faire des enfants. Enfin, après, je comprends ta position quand même. Non, mais c'est quand tu vois que la banquise, elle fond de plus en plus chaque année, c'est que ça reste quand même pas rassurant. Tu vois, l'Amazonie aussi, elle brûle. C'est quand même... Oui, c'est effrayant quand même. Tu dors mal la nuit Non, mais c'est une vraie question. peut-être pas jusque-là, mais... Il y a des gens qui ont des vrais... Non, mais c'est vrai que c'est pas rassurant de savoir qu'on est dans cette génération où on sait pas si on trouvera de l'eau, quoi. T'es éco-anxieuse, toi aussi, Noah? Moi, je fais le tri, personnellement. Le tri, tu fais du recyclage, c'est ça que tu veux dire? Ou tu fais le tri des informations? Non, en vrai, moi, je suis d'accord avec Rachel. C'est tout. Non, c'est tout. Non, en vrai, je suis désolée, mais je suis pas hyper... je sais pas, ce sujet, il me... Très bien. Et la dernière question qui se pose, c'est la question de la sécurité. Quand vous voyez par exemple qu'on reçoit un car de Lyonnais qui a fini complètement caillassé, qu'on n'a pas réussi à protéger, etc. Ou alors que quand on avait l'Euro ici, ça s'est battu sur le vieux port à coups de chaise et de table, etc. Le rugby aussi, ça s'est battu. Alors, le rugby, ça s'est battu. Est-ce que là, vous pensez Marseille que... trouve toujours un prétexte pour se battre. Là, on a un vrai souci sécuritaire à Marseille. Je parle même pas de Paris, je parle que de Marseille. Est-ce que vous pensez que ça va dégénérer? Oui. Mais on l'avait dit déjà. Ouais. Pour une fois, je parle là. On l'avait dit déjà, je sais plus, il y a quelques semaines, on avait fait un débat sur la sécurité en France. Ouais. Et je crois que c'est toi, Jordan, à prendre avec des pincettes, qui avait dit que justement, ils avaient dit ils ont pas assez de sécurité pour les JO. Exactement. Donc en fait, on n'assure pas du tout notre sécurité. Et c'est évident que ça va dégénérer et ça va être un carnage. Mais pourtant, on a des épreuves nautiques et de voile. Vous pensez qu'il y a des hooligans d'épreuves nautiques? Ils ont pas assez vu qu'ils n'ont pas assez de sécurité, ils ont demandé à des entreprises privées de gérer aussi la sécurité, mais qu'ils en auront pas assez. Voilà, il y aura pas assez de personnel qualifié pour pouvoir. Il y aura gérer la SPCJ. Mais alors donc là, vous pensez vraiment que ça peut dégénérer en accueillant des épreuves de voile? Moi perso, je pense que non, ça peut le faire.
perso. Je pense que ça dépend des épreuves, je pense. Ça dépend de l'engouement des gens, sur le résultat, ça dépend sur plein de choses. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je veux pas faire de comparaison minable, mais ça dégénère en sortie de boîte et il y a des enfants qui se font tuer genre pour des trucs de nuls. Donc pourquoi ça dégénère, ça va... Bah, y a un lien quand même. C'est quand même pas la même. Non, mais en France, à la base, il y a un problème de sécurité. En plus, dans des grands événements, oui, mais pour rayonner la France comme ça, c'est l'occasion. C'est pas la même population qui va en boîte de nuit et qui va assister aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que t'en sais ? C'est maintenant les Jeux Olympiques, c'est pas non plus le truc réservé aux bourges. Les Jeux, oui, d'accord. Mais les Jeux Olympiques, c'est des choses de famille, c'est des gens qui viennent pour voir des trucs. Enfin, pour moi, c'est pas la même cible. Pour moi, je pense que c'est pas la même cible. D'accord, ça dépend des épreuves, encore une fois. Toutes les cibles. Ouais, vraiment. Du coup, c'est que ça s'adresse à plus de monde les JO que les boîtes de nuit. C'est les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Jordan, s'il te plaît. Non, mais en vrai, Ben, tu disais ceux qui vont voir la voile. Mais en fait, il y a les gens autour. Enfin, il y a les Marseillais, tu vois. Je dis pas qu'ils sont tous violents, mais enfin, non, mais je veux dire. Les Marseillais qui vont agresser les visiteurs. Mais je te dis pas. Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, chaque année, enfin, toute l'année, il y a une tonne d'histoires tout le temps. Mais je parle de manière globale, dans toute la France. Enfin, je veux dire, quand tu vas dans les manifs, t'as des casseurs. Il y a genre quoi, moi je connais quelqu'un, il y a 2 ans de ça, il y a des mecs qui sont rentrés chez elle puisqu'elle habite en face du Roucas Blanc vers la mer, qu'elle a une piscine, ils se sont baignés dans sa piscine et quand elle les a fait sortir, elle s'est fait agresser, tu vois. Enfin, je veux dire, on sait que dans tous les cas, il y a des gens, de manière générale, qui sont pas bienveillants et qui adorent venir faire carnage quand il y a des événements. Donc, c'est connu dans les festivals, les mecs qui arrivent et qui droguent des gens juste pour les droguer parce que c'est trop fun. Pourquoi là, il y aurait pas ça, tu vois? Plus il y a de monde, plus ça excite les gens et puis ils ont envie de faire carnage, tu vois. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. De quoi ? On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Très bien. Bon les amis, c'est pas réjouissant tout ça. En tout cas, merci pour ce débat. On pourra refaire un petit point sur l'avancée de ces JO au fil de l'eau, sachant qu'en plus de ça, on accueille les épreuves nautiques. Vous l'avez compris le jeu de mots ? Mais de foot aussi, hein. Il y a le foot aussi, hein. Il y a le foot aussi ? Bien sûr. Alors là, c'est sûr qu'il y aura des problèmes de sécurité. S'il y a le foot. Et je pense qu'on refera un petit point à ce moment-là. On demandera à des gens qui préparent des minutes de préparer des minutes. Pourquoi juger le foot comme ça Très bien. Merci infiniment pour ce débat et je vous propose qu'on passe immédiatement à la minute mémoire. La minute mémoire. Minute mémoire, Rachel. Tu as décidé de revenir sur la disparition du dernier rescapé de la Shoah lyonnais. Nous t'écoutons. Exactement, aujourd'hui je vous propose de rendre hommage à Claude Bloch, qui est un des derniers rescapés de la Shoah, puisqu'il est décédé dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier, à l'âge de 95 ans. Son histoire reste toutefois un témoignage crucial de résilience et de courage. Il est né le 1er novembre 1928 dans le 6e arrondissement de Lyon. C'est à 15 ans, le 29 juin 1944, lorsqu'il était caché à Crépieux, que Claude Bloch est arrêté par Paul Touvier, patron de la milice lyonnaise, avec sa mère et son grand-père. Enfermé pendant 3 semaines à la prison de Montluc à Lyon, il est déporté fin juillet 1944 au camp d'Auschwitz-Birkenau par le convoi 77. Son numéro tatoué à son arrivée est B3692. Il tient près de 8 mois et est sauvé par la libération du camp le 10 mai 1945. Un an plus tard, il revient à Lyon, chez sa grand-mère qui a échappé aux arrestations. Il était un des derniers rescapés des camps à Lyon depuis 2021 et il a fait du restant de sa vie un devoir de mémoire. Membre de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, Claude Bloch commence à témoigner de la déportation dans les établissements scolaires en 1995. Il témoigne ainsi de son vécu et souhaite sensibiliser les plus jeunes. Son engagement infatigable pour faire perdurer l'histoire de la Shoah a marqué de nombreuses personnes, et notamment des jeunes, auprès desquels il multipliait les interventions en milieu scolaire. Ces derniers mois encore, invité par des écoles, il racontait aux élèves le voyage jusqu'en Allemagne dans un wagon à bestiaux, la vie effroyable dans le camp, le travail forcé, la peur, la faim et les morts. Le 8 mai 2023, il a participé, en compagnie d'Emmanuel Macron, à l'hommage rendu à Jean Moulin au mémorial de Montluc. Il le disait souvent, « Je témoigne non pas pour raconter une histoire, je témoigne pour en tirer les leçons... » Ah, il faut que je refasse, je me suis trompée. Il le disait souvent, « Je témoigne non pas pour raconter une histoire, je témoigne pour tirer les leçons de mon histoire. » Pour lui, c'était précisément pour lutter contre les fanatismes qui ne se sont pas évanouis en 1945, mais qui demeurent toujours vivants, que le rappel du passé était quelque chose d'important. Jusqu'à son dernier souffle, Claude Bloch aura dénoncé les horreurs dont sont capables les hommes. Je voudrais conclure en soulignant les propos d'Emmanuel Macron après le décès de Claude. Le président a déclaré «
Claude Bloch portait en lui la déchirure de l'histoire. Toute sa vie, il fut un passeur de la mémoire de la Shoah. C'est à nous tous que revient le devoir de continuer à la transmettre. C'est une responsabilité qui, malgré les ombres du passé, porte en elle la promesse d'un avenir empreint d'espoir. Bravo. C'était effectivement important de revenir sur cette disparition. Merci Rachel pour ces mots justes et profonds. Je vous propose de passer immédiatement à la minute coup de cœur. La minute coup de cœur. Jordan, tu as décidé de nous parler d'une plaidoirie assez intelligente et cohérente, surtout en ce moment. Herbert Pagani, nous t'écoutons. Donc mon coup de cœur cette semaine est pour Herbert Pagani. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre, auteur, compositeur, interprète italien des années 70. Il est né d'une famille juive de Libye, expulsé de ce pays en 1952. Connu pour ses prises de position politiques de gauche, il est également un fervent du sionisme et de l'État d'Israël. Je suis tombé cette semaine sur une vidéo datant du 11 novembre 1975 qui s'intitule « Plaidoyer pour ma terre », que vous pouvez retrouver sur internet où il s'exprime sur un fond de la Tikva. J'ai choisi de vous en faire part quelques extraits qui malheureusement sont remis au goût du jour depuis ce triste jour du 7 octobre. L'antisémite de droite reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les géants du capitalisme. C'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Aujourd'hui, les kibboutz israéliens attaqués le 7 octobre ressemblent à l'horreur de Varsovie, à la différence que les nazis d'aujourd'hui ne parlent pas allemand, mais arabe. Il explique aussi le nombre de pogroms qu'ont subi les juifs dans toute leur histoire, l'un des peuples les plus touchés par ces atrocités. J'en aurai pour 3 jours, je vous le jure, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà. Il n'est de nulle part. Nous sommes au rendez-vous, monsieur Chancel. Je suis effectivement de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrez. Je rentre et je gueule aujourd'hui. Je suis chez moi sur Terre et sur Terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Il fait aussi référence au sionisme. Alors le sionisme c'est du racisme? Mais faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme c'est le nom d'un combat de libération. À ceux qui me disent, et les Palestiniens? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Opprimé quelquefois et souvent même supprimé. Je discuterai donc avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et pour 2 pays, pour 2 nations. Les frontières seront à discuter ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence d'un autre. Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom d'un ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis. Ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense. Et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Je vous aurais passé l'entièreté de ce plaidoyer si j'en avais eu le temps, mais croyez-moi, ça en vaut la peine, cela prendra 7 minutes de votre temps et cela donne des frissons. Que le peuple d'Israël vive et que nos otages soient ramenés le plus vite à la maison. Amen. Bravo. Merci, cher Jordan, pour 7 minutes coup de cœur. Et je vous propose qu'on passe à la minute santé. La minute santé. Minute santé. Cher Ruben, tu as décidé de nous parler d'une maladie qu'on connaît autour de cette table, qui a été un mystère pour certains, mais surtout qui est, je dirais, un refuge pour d'autres. Cher ami, nous parlons de la dyspraxie. Nous t'écoutons. Voilà, exactement. Alors, deuxième minute pour ce soir, toujours dans le domaine de la santé, cette fois-ci, minute sur la dyspraxie. J'allais dire que ça allait me faire beaucoup de mal, vu qu'il n'y avait pas Noah, mais au final, elle est venue. Surprise. Donc, tout va bien. Du coup, on va commencer. La dyspraxie, qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà, c'est une difficulté, ça correspond en fait à une difficulté à réaliser certains gestes et actions, d'accord? Par exemple, se situer dans l'espace ou coordonner ses mouvements, et cela peut être responsable de troubles d'apprentissage scolaire dû à un dysfonctionnement de la commande cérébrale des mouvements.
en principe ça devrait aller. La dyspraxie, elle est assez fréquente, d'accord, et les garçons sont touchés 2 à 4 fois plus que les filles, ce qui fait de Noah une personne rare. La dyspraxie se manifeste surtout par 2 types de troubles principalement. D'abord, on va voir les troubles visio-spatiaux. On appelle ça les troubles visio-spatiaux. Ouais, je sais pas, j'ai bégayé. Les troubles les plus fréquents de la dyspraxie, donc c'est les troubles visio-spatiaux. Ils se manifestent par des difficultés à organiser son regard, comme par exemple dénombrer des objets, également des difficultés à situer les éléments les uns par rapport aux autres dans l'espace, ou même s'orienter par rapport à son propre corps, différencier sa droite et sa gauche. Voilà. Deuxième type de trouble, cette fois-ci des troubles moteurs, ou troubles, ce qu'on appelle aussi les troubles d'acquisition de coordination, donc les TAC, d'accord. Ils sont un peu plus rares et souvent associés aux troubles visio-spatiaux. Dans ces cas-là, la personne a du mal à réaliser des mouvements volontaires, alors que les muscles fonctionnent normalement et que la consigne est bien comprise. Donc le tout associé évidemment à une difficulté à coordonner ces gestes. Le sujet dyspraxique est donc, vous l'avez compris, plus ou moins malhabile et doit contrôler sans cesse ses mouvements pour éviter les erreurs. Au niveau des causes du coup de cette dyspraxie, l'origine reste encore inconnue à ce jour, mais on observe plus souvent du coup cette dyspraxie en cas d'anomalie au niveau cérébral liée par exemple à 3 causes, trois causes potentielles. Donc une prématurité à la naissance. Sinon, une souffrance cérébrale lors de la grossesse ou de l'accouchement. Donc, souffrance cérébrale, qu'est-ce que c'est ? C'est le cerveau qui va être mal alimenté en sang. Okay, donc, soit à la grossesse, soit à l'accouchement. Ou sinon, carrément un trauma crânien. Donc, voilà. Évidemment, la dyspraxie donc, va toucher ces personnes-là, mais touche également des personnes et des enfants qui sont en bonne santé. Donc, pour conclure sur la dyspraxie, elle touche beaucoup de personnes et des enfants. On estime en moyenne qu'il y a au moins un enfant dyspraxique par classe dans les écoles, qui sont pour certains non écoutés de leurs professeurs et de leurs camarades, alors que vous l'avez compris, ils n'y sont pour rien et essaient parfois, et même très souvent, plus que les autres. C'est sur ça que je vais finir, et voilà, j'espère que Noah aura aimé cette minute. Bravo. Et comment on détecte la dyspraxie ? Est-ce qu'il y a des tests de dyspraxique ? Oui. Ouais. Je suis allée chez la neuropsy, j'ai fait plein de tests où genre on me faisait dessiner des maisons et on regardait ma logique sur la façon dont je dessinais la maison, par où je commençais, est-ce que je commençais par l'intérieur, l'extérieur. Enfin plein de tests, mathématiques, etc. Enfin tout un truc de neuropsy avec des bilans. Ça dure une journée des fois, 20 heures même. Ça dépend de ton taux d'anomalie cérébrale. Ouais. Et en plus, t'as problème moteur quand même, tu conduis toi ? Tu Bah fais oui. peur comme personne. Non, mais justement, la neuropsy, elle m'avait dit, quand j'ai passé les tests, elle m'avait conseillé de passer mon permis en automatique et pas en manuel, parce que trop de trucs en même temps, ce que j'ai fait. Et elle m'a dit, toi, les créneaux, tu vas galérer. Et en effet, alors, pendant un moment, je me prenais beaucoup les trottoirs. Là, maintenant, ça va, ça fait longtemps que j'ai le permis. Mais du coup, souvent, quand je me gare, je suis assez lente parce que j'ai pas la même vision de la distance. Des fois, j'ai l'impression que je suis très proche de la voiture alors que je suis très loin, et inversement, et j'ai trop peur de rentrer dans la... Donc ça, et je marche tordu parce que vu que j'ai pas de repère dans l'espace, la personne avec qui je marche, c'est mon repère. Donc c'est pour ça que souvent quand je marche à côté de quelqu'un, je vais avoir tendance à le pousser ou beaucoup tomber aussi. Voilà. C'est rassurant. En tout cas, on mettra l'insta de Noah, bien sûr, hein, si quelqu'un est intéressé par une voiture d'occasion. Les pièces détachées. En tout cas, on a hâte de te voir enceinte, hein, parce que ça a l'air d'être un fiasco aussi. Hein. T'es fou en fait. Les amis, merci pour cette minute santé. Ce soir, Benjamin, il va se faire virer. Je vous propose de passer immédiatement à la minute développement personnel. La minute développement personnel. Chers amis, minute développement personnel, une nouvelle minute. Amy, on t'embrasse, merci pour tous ces jingles exceptionnels. Yoni, tu as décidé de revenir sur la peur de la souffrance. Exactement. Nous t'écoutons. La peur de la souffrance. Voilà quelque chose qui doit parler à beaucoup d'êtres humains. Est-ce que je vais refaire les mêmes erreurs ? Est-ce que je vais revivre la même souffrance encore et encore ? Vais-je encore échouer ? Voici une poignée de pensées venues des tréfonds pour nous tourmenter toute notre vie. Mais n'avions-nous pas appris dans notre histoire, dans notre culture, dans notre religion que nous sommes des êtres remplis de lumière,
que nous sommes capables de le partager. Nous sommes même capables de la créer. Ça s'appelle la vie. Pourquoi avons-nous tant de mal à l'incarner ? Quel est ce nuage de suppositions, de peur, de doute devant nos yeux, nous empêchant de voir notre propre lumière, celle des autres et parfois pire, celle d'Hachem ? Ce nuage se nomme la peur de souffrir. C'est une croyance que nous avons fondée instinctivement, transmise de génération en génération, dans laquelle nous apprenons à se retenir de vivre par peur de peut-être ne plus jamais pouvoir le faire. Ce nuage est omniprésent dans nos vies, il nous accompagne dans les meilleurs comme dans les pires moments. Mais que savons-nous vraiment de la souffrance ? Savons-nous quand allons-nous souffrir ? Savons-nous comment ? Non, nous ne pouvons simplement pas savoir. Nous comprenons alors rapidement que la peur de souffrir se transforme en peur de vivre. Une peur illégitime provenant d'une souffrance passée sur laquelle nous n'arrivons pas à tourner la page. La lumière est présente, mais nous ne la voyons pas. Pensez-vous qu'il est possible de lâcher prise sur notre passé douloureux, lâcher prise sur nos souffrances, lâcher prise sur les injustices que nous avons subies? Pensez-vous qu'il est possible de tourner la page, d'oser repartir à zéro, de retrouver l'insouciance de notre enfant intérieur? Si oui, il sera alors de nouveau possible de vivre dans notre propre lumière, dans la lumière divine. Merci. Bravo. Merci. Tu peux le dire au micro ? Je vais chialer. Merci infiniment pour cette minute développement personnel. Est-ce qu'on pourra la revoir la semaine prochaine ? J'espère. C'était un piège parce que la semaine prochaine, les travaux de la radio commencent. Donc je ne sais pas si nous tournerons une nouvelle émission. Les amis, merci pour cette émission. Merci pour ce débat. Merci pour ce travail exceptionnel. Alors je dirais même cette charge incommensurable que Ruben a décidé de prendre ce soir. Pas de quoi. 2 minutes, c'est affolant. Mais voilà. J'ai un peu parlé pendant le débat et ça c'est un truc de ouf. Voilà. Merci. On espère que tes parents seront très fiers de toi. Merci infiniment les amis pour cette émission. Bien évidemment, vous nous retrouvez tous les dimanches à 17h en live sur Radio JM, en podcast sur YouTube, Spotify et Radio JM bien évidemment. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la radio sur Radio JM. Radio Jeunesse Marseille by Noé sur Instagram et toutes les informations seront sur cet Insta. Merci les amis, on a hâte que le podcast Les Chaim commence et puisse être diffusé. On vous retrouve au Festival Diasporama qui commencera bien évidemment le 1er février ici à Marseille et on aura aussi plein d'autres temps forts qui arriveront par la suite. Merci infiniment. Merci chères beaucoup. auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Okay.